Rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 2. Arrakis. La rôdeuse arrive au pied du bouleau. Elle ne m'a pas encore rodave. L'arbre est colossal et se dresse fièrement, témoin silencieux de 1000 générations. Son tronc, plus large qu'une maison, est strié de cicatrices et de crevasses profondes. Ses racines, tortueuses et épaisses, s'enfoncent dans le sol comme des doigts cherchant à agripper la terre nourricière. La jeune femme l'observe dans toute sa hauteur et sa majesté, tandis que je me ramasse sur moi-même, à l'abri de son regard. Je ne bouge pas. La rôdeuse se dit sans doute que sa ramure lui procurera une bonne protection, aussi bien à la vue des prédateurs qu'à leur flair, et ce grâce aux odeurs qu'elle dégage. Et elle a raison, mais je suis déjà là. Je souris en coin. Elle pose la main sur l'arbre et attend son accord. Un léger bruissement parmi ses feuilles lui murmure qu'il l'accepte, et elle hoche imperceptiblement la tête de satisfaction. En tant que rôdeuse, la jeune femme comprend les esprits des sylves, tout autant que moi. Une petite risette fend la joue de Londine. Pour elle, l'endroit sera parfait pour un sommeil réparateur. Cependant, si le boulot ne l'avait pas autorisé, il se serait transformé en cauchemar, voire même en tombeau. Les arbres ont beaucoup de caractère, et pour les puinés, qui s'appellent eux-mêmes humains, monter dans leurs ramures sans leur consentement frise l'inconscience. Je descends d'une branche, pendis à un fil de sécurité. Puis, je m'immobilise à nouveau, avant de me faire remarquer. J'observe alors avec attention la jeune femme. Elle passe les 10 minutes qui suivent à préparer un feu de camp modeste. Elle dispose de grosses pierres en cercle et dépose en son centre un amas de bois mort, qu'elle allume d'un claquement de doigts. Elle fabrique ensuite une broche avec les quelques morceaux restants et commence à y cuire un lapin dépecé. Elle installe également une tasse métallique remplie d'eau à côté des flammes et la garnit d'herbes diverses. Chacun de ces mouvements est précis, mesuré, presque chorégraphique, et trahit l'habitude de la routine. Une fois tout cela terminé, elle s'assoit contre le tronc en soupirant d'aise. Descendant encore d'un cran vers le bas, je me rapproche un peu plus. Mes prunelles ne la lâchent pas et observent chaque partie de son corps, si appétissant. La rôdeuse est une ondine, une puinée affiliée à l'élément de l'eau. Ce peuple, rare et exclusivement composé de femmes, est renommé dans tout Urem pour sa beauté, bien que les conditions de vie de celle-là mettent à mal cette réputation. Elle a la peau lisse et claire. Ses grands yeux mauves surmontent des joues fines couvertes de crasse et de sueur. Ses cheveux noirs sont coupés aux épaules, et une mèche rebelle, d'un orange vif, orne la partie droite de son visage. Elle est plutôt petite et svelte, avec une poitrine ronde. Elle porte des vêtements vert foncé, usés et rapiécés, complétés par une cape de rôdeur, cousue de manière à offrir un étui pour son arc. Enfin, à sa ceinture militaire, garnie de nombreuses poches et sacoches, pend le fourreau d'une épée d'un côté et un carquois de l'autre. Tandis que le regard de Londine se perd dans les flammes de son feu modeste et qu'elle tourne machinalement la broche de son repas, je descends une branche de plus. Mais... Une de mes pattes fait un faux mouvement et un léger craquement résonne dans le calme de la forêt. Aussitôt, la jeune femme lève les yeux. Chier, je me suis fait rodave. Tu es à la bourre, Arrakis, me dit-elle en souriant. Je saute à terre en grognant. Reste tranquille, tu as des kirks à téter là-bas, enchaîne-t-elle en désignant les corps du menton. Dépêche-toi, ils doivent être encore chauds et je sais que les Tarancas n'aiment pas manger froid. Je grommelle à nouveau et me retourne. D'un bond souple et silencieux, j'atterris au-dessus de l'un des cadavres et y plante mes chélicères massives. Je me demande comment tu fais pour avaler du kirk, soupire ma sœur en secouant lentement la tête. J'ai envie de vomir rien que d'y penser. Laisse-moi les kirks, et je te laisse tes lapins maigrelet et tes tisanes de brun, tranchai-je sèchement d'une voix sifflante et entrecoupée de bruits d'aspiration. Lilou glousse en dépliant la lame de son opinel, puis commence à manger. Je vous présente donc ma frangine, Lilou, fille de Vindicael, et rôdeuse d'aurore éternelle. Oula! Je vois d'ici vos yeux s'écarquiller. Oui, je suis une Tarancas, une araignée géante des jungles d'Azami, et oui, ma sœur est une ondine, une femme de la mer.
Ne vous faites pas de nœuds au cerveau pour l'instant. Sachez juste que nous sommes unis par un genre de lien du sang. Mais bon, comme j'ai pas que ça à foutre, on reviendra sur l'empathie, les sangs liés et mon passé plus tard. Ou pas. Tu aurais pu m'aider contre les guerres quand même, baragouine Lilou la bouche pleine. Le plus grand des deux a failli m'avoir. Je réponds sans même lever la tête. Tu le dis toi-même, failli. Alors pas de problème. Ils auraient été 8 ou 9, à la limite t'aurais peut-être eu besoin d'un coup de patte, et encore, ces baltringues ne sont pas assez badass pour m'intéresser, tu le sais bien. Ah ouais. Dernier détail me concernant. J'ai une manière de m'exprimer plutôt exotique, comme dirait ma sœur. Un langage dont je ne suis pas peu fier. Un savant mélange de l'argot des bas-fonds et du jargon fleuri des militaires. Très largement dérivé du myrme d'antan d'ailleurs. Du mire quoi? Allez, ajoutez ça à la longue liste des choses que je devrais vous expliquer et que je ferai sans doute pas. Bon, je vous traduirai quand même mes propos barbares, histoire que les durs de la feuille puissent piger ce que je leur raconte. Donc, commençons par badass. Les badass étaient les soldates vétéranes des Myrmes, une ancienne race de femmes fourmis, généralement à la tête de leur armée. C'était des genres de capitaines en gros. Les militaires et les mercenaires d'aujourd'hui utilisent dorénavant un dérivé de ce terme pour désigner une personne plus forte ou plus coriace que les autres. Et je suis quelqu'un de sacrément badass, si jamais vous en doutiez. Je t'ai occupé, figure-toi, dis-je à l'adresse de ma sœur. L'arbre est sûr pour la nuit, je l'ai trappé. Et puis 2 crocomoisines sont pas plus dangereux pour toi qu'un vieux loup à l'agonie. Ils sont aussi forts qu'ils sont teubés, alors arrête de chouiner un peu. Merde, j'ai encore utilisé un mot chelou. Pfff, ouah, ça va être chiant de devoir tout vous expliquer par contre. En langue myrme, un trap c'est un piège, et les femmes fourmis s'en servaient beaucoup pour chasser. Là encore, les aventuriers et les soldats ont dérivé le mot en verbe, sans doute pour se la péter face au commun des mortels ignorants du bas peuple. La rôdeuse hausse les épaules. J'ai dû utiliser ma magie, explique-t-elle en portant à ses lèvres sa tasse fumante. C'est rare contre des kirks. Ta lame de feu? C'était pour faire la kikou, ouais. Alors que le vent du soir commence à se lever, Lilou examine la position de la mer Soleil. Elle est basse dans le ciel, à la lisière de l'horizon, découpée par la chaîne montagneuse des hautes brumes, loin au sud. Par contre, finis vite et viens, la nuit va tomber. Je te laisse emballer ça, s'il te plaît? Elle désigne de la tête les restes fumants de son lapin. T'es catée, belette, je crains pas le noir comme toi, ripostai-je avec une pointe de raillerie. Je la regarde terminer à la hâte sa tisane, rassembler son équipement et étouffer le feu. Après quoi, elle monte à l'arbre avec souplesse et y cherche le hamac que je lui ai confectionné. Une fois déniché, elle pend ses affaires à des branches alentour, tout en gardant son épée à portée de main, et s'y installe. Elle referme sa cape sur ses épaules et sa poitrine, avant de mettre une petite couverture de soie, que je lui ai là aussi fabriquée, sur ses jambes. La nuit, il fait frais. Enfin, pour les puinés. Elle sort ensuite un bouquin, et commence à lire en m'attendant, profitant ainsi des dernières lueurs du jour. C'est un grand classique qu'elle aime beaucoup. L'Encyclopédie des savoirs anciens, écrite et illustrée par Daredon, un maître du savoir de Massilia. Tous les mystères et les légendes de notre monde y sont soi-disant répertoriés. Vous sentez l'ironie dégoût l'idée de ma phrase? Bah, vous devriez pourtant. Je termine rapidement de vider mon kirk, puis j'enveloppe le suivant dans un cocon de soie et le pends en une branche basse. Il me servira de déjeuner demain matin. Dans la foulée, j'emmaillote le petit bout de lapin de Lilou en 2 temps 3 mouvements de filière et le place à côté de mon repas. L'avantage de voyager avec moi, c'est que ma sœur n'a pas besoin de s'encombrer de tentes, de toiles, de hamacs, de bandages, de cordes ou de sacs pour la bouffe. Elle peut ainsi pérégriner avec très peu de bagages. Une dizaine de minutes plus tard, alors qu'elle est absorbée par sa lecture, je me pose face à elle. « C'est bon? T'as fini de téter ton kirk ?» me gourmande-t-elle, souriante d'oreille à oreille. J'enveloppe la branche à côté d'elle avec tous mes appendices, la faisant légèrement ployer sous mon poids. Comme vous l'avez compris, je suis une tarancasse, une araignée géante. Je dois faire la taille d'une de vos bagnoles. Une grosse, hein, pas une Twingo. Et je suis assise sur 8 membres velus accrochés à un céphalothorax, tout aussi velu, qui porte une impressionnante paire de chélicères. Et je dis pas ça pour me la péter. Entre ces derniers, encore barbouillés de sang et de poison, j'ai une gueule à la dentition bien garnie et à la verve brutale, le tout entouré de pédipalpes souples. Naturellement, comme tout arachnide qui se respecte, j'ai 8 yeux brillants répartis en ligne sur mon crâne. 2 gros, au centre, et les autres plus petits qui me cerclent le front. Enfin, si on peut qualifier le haut de mon céphalothorax comme un front, mais vous aurez compris la nuance. Pour finir, le reste de mon corps est couvert d'un pelage épais et brun, plutôt sombre, avec des collerettes orange vif au niveau de chacune de mes articulations. Je souris voracement à ma sœur. Yep. Et je kiffe les kirks. Ils me rappellent le goût des serpents et des crocodiles de ma jungle. Je m'arrête un instant, fais la moue, et reprends. On est bientôt arrivé à Masqueria. On va y crécher longtemps? Pourquoi cette question? Réplique-t-elle en arrachant ses prunelles à son livre. Depuis quand t'intéresses-tu à la durée de mes séjours en ville?
Je m'en contrecogne la glande à soie, en fait, mais je veux juste savoir si tu comptes y moisir 2 jours ou 2 semaines, t'as vu? C'est bien que la Tessie et moi, ça fait 4. Tout dépendra de mon père, ma très chère sœur au vocabulaire si fleuri. Mais comme le rapport qu'on lui ramène n'augure rien de bon, je pense que cela ne sera pas très long. Et puis, je te rappelle que je n'aime pas la Tessie non plus. On n'y restera pas plus que nécessaire, je te le promets. Je hoche la tête puis commence à ronronner tandis qu'elle y pose sa main. Eh oh, qu'on se comprenne bien. Une tarancasse qui ronronne, ça n'a rien d'un félin de canapé. Mon truc à moi, c'est plutôt criquet défoncé et vipère en rogne. Ouais, ça fait flipper, mais Lilou, elle kiffe. Tandis que ma sœur se berce avec mon ronron, je regarde, les yeux mi-clos, la soleil disparaître lentement à l'horizon. Dans notre monde, notre astre lumineux est une entité féminine. Alors non, ce n'est pas une faute du bouffon qui retranscrit mes paroles que de dire la soleil. Enfin bref. Allez, un peu de poésie pour finir. La lumière faiblit progressivement, transformant la clairière en un patchwork d'ombres dansantes. L'air encore tiède de la soleil couchant commence à se rafraîchir, apportant avec lui des effluves de mousse humide et de sève. Les murmures des bois, jusque-là étouffés, semblent s'intensifier, comme si chaque créature se préparait à la nuit imminente. Le ciel se dégrade lentement du bleu à l'orange, et les quelques nuages blancs qui dérivent dans sa voûte se teintent de rose. Pas mal, non? Néanmoins, alors que le crépuscule se met à recouvrir la forêt de son sombre linceul, un événement rare commence à l'illuminer. À l'est se dresse Silic, la lune rouge, et l'air nocturne se dote d'un sinistre éclat pourpre. Fronçant les sourcils, ma sœur range aussitôt son livre et attend quelques minutes pour voir si Sélénie allait suivre sa jumelle. Mais il n'en est rien. Silic est bel et bien seule ce soir. Silic la rouge et Sélénie la blanche sont les 2 lunes jumelles de Tella, qui, normalement, s'élèvent ensemble au déclin du jour. Cependant, parfois, l'une des deux doit avoir la flemme, je sais pas, et laisse tranquillement le ciel tout entier à sa frangine. Et lorsque cela se produit, ce dernier est baigné d'un rouge inquiétant et lugubre. Quand c'est la baltringue de rouge qui se lève en solo, vous l'aurez pigé, ou au contraire, dans une douce lueur crayeuse. Les nuits de sang de Silic sont toujours perçues comme de funestes présages, tandis que les nuits blanches de Sélénie sont plutôt annonciatrices de bon augure. Mais ce soir, malheureusement pour ma sœur, c'est un mauvais auspice qui se profile à l'horizon, et je sens un frisson lui parcourir l'échine. Inutile de lire dans son esprit qu'elle fait immédiatement le rapprochement entre ce sombre événement et notre retour de mission. Pas du tout impressionné par la rouge, que je me contente de toiser les yeux mi-clos, j'attends patiemment que Lilou puisse trouver un sommeil réparateur. Encyclopédie des savoirs anciens. Silic et Sélénie, les lunes jumelles. D'après les anciennes légendes myrmes, Silic et Sélénie sont les filles de la mère Soleil et de Tin, descendant d'Atone, père des étoiles. À l'aube de la création de l'univers, les 2 sœurs se seraient disputées pour obtenir les faveurs de Geb, leur frère aîné. Sélénie, vêtue de blanc et d'un naturel timide et réservé, fut choisie par ce dernier, provoquant le ressentiment de Silic, pourtant tout aussi séduisante, et habillée d'une robe rouge carmin. De l'union des 2 astres divins naquit Tella, le monde que nous connaissons. Ils créèrent à sa surface la vie et les 8 titans, puissantes créatures qui reçurent pour mission de façonner son visage et de la protéger des entités maléfiques du cosmos. Silic désapprouva cette union. N'ayant jamais accepté la décision de son frère, elle lui voua une rancœur sans limite pour sa préférence avec Sélénie. Cette rancœur évolua rapidement vers une haine meurtrière, et elle tenta plusieurs fois d'anéantir Tella, d'abord en corrompant les titans eux-mêmes, puis en s'attaquant directement à leur peuple. Arrêté par Atone en personne, qui lui ôta tous ses pouvoirs, Silic fut condamné à errer dans le sillage de la Blanche, pour l'éternité. Aujourd'hui, privé de ses capacités, il ne reste plus d'elle que ses légendes et ses nuits de sang. Selon la mythologie des femmes fourmis, lorsque Sélénie sera tuée par le fléau des 7 griffes, et que Silic demeurera seul dans les cieux, la fin du monde se rapproche. Tella sera plongée dans un hiver glacial, de lourds nuages emprisonneront la lumière de la mer Soleil, et l'humanité sera noyée dans les ténèbres.
Sous la couverture de ces ombres éternelles, les titans noirs, enfermés dans l'outre-monde, sortiront de leur geôle pour anéantir toute vie. Cette prophétie est appelée l'Apocalypse, ou Ragnarok, dans l'ancienne langue myrme. Bien que les légendes de Silic alimentent aujourd'hui les contes populaires et les histoires au coin du feu, l'ennemi de sang demeure redouté par tous les peuples, aînés comme humains. Indépendamment de leur véracité mythologique, de nombreuses guerres, épidémies, catastrophes et pillages ont effectivement coïncidé avec de tels phénomènes astronomiques. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.